tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes ce soir vendredi soir. J'ouvre ce vlog ce soir parce que j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai avancé mes lectures et j'avais envie de vous en parler. Et parce que maintenant, à partir de la rentrée, je vais avoir des cours en école le lundi. Et je serai dans ma salle de danse presque toute la journée le lundi, donc j'aurai pas beaucoup de temps de vlogger. Donc je pense ouvrir le vlog soit samedi matin, soit dimanche matin. Ou si vraiment j'ai pas le temps, ça sera mardi matin. Mais voilà, j'ai un petit peu plus de cours là à la rentrée. Donc voilà. La dernière fois que je vous ai parlé, on était à Nantes, à Iris Noir, à Bruxelles. Et c'était trop chouette comme salon. C'était vraiment un beau salon, un beau voyage parce que bah voilà, on est sorti de la France quoi, on est allé dans un autre pays et c'était une belle expérience. Bruxelles est une très jolie ville qu'on a beaucoup appréciée avec les filles. Et puis c'était cool, on a vu plein d'auteurs, plein d'autrices et on a acheté plein de livres qu'on a déjà programmés. Ça y est, c'est bon, c'est dans les plannings, on a tout mis. Donc moi je sais que a priori fin janvier j'aurai lu tout ce que j'ai acheté là à Iris Noir, en sachant que il y a un petit salon qui s'appelle Noir sur Ormesson qui a lieu le 18 et le 19 novembre à Ormesson-sur-Marne, dans lequel il y a pas mal d'auteurs vraiment intéressants. Je vais y aller moi le dimanche en fait parce que le samedi je ne peux pas. Et le dimanche il y a deux auteurs que j'aurais voulu voir mais j'ai pas spécialement de livres à acheter à eux. C'est Maud Mayras et Éric Foissier. Du coup bah je les verrai pas mais c'est pas grave parce que Éric Foissier je vais acheter le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes en poche. Donc sûrement à l'été. Et Maud Mayras, j'ai déjà tout et tout dédicacé, donc j'ai pas besoin. Voilà. En ce qui concerne les auteurs que je veux voir Armelle Carbonel pour Enigma, que je vais lui acheter, que j'avais pas acheté à Iris Noir parce que c'était un grand format, et vu qu'elle était à Noir sur Ormesson, je me suis dit, bon, je suis en voiture, j'aurai du temps, j'aurai la place, tout ça. Et je vais retenter Jérôme Loubry avec Les Sœurs de Montmort. Jérôme Loubry, ça avait très mal commencé entre nous. J'avais commencé par Les Refuges. J'avais trouvé ce bouquin absolument génial. Jusqu'à la fin, on m'avait dit tu ne devineras jamais la fin. Et j'avais tellement été loin dans la fin que quand j'ai vu la fin, j'ai été très déçue. Donc j'avais pas aimé du tout. Mais je pense que c'est parce que j'en ai entendu trop parler en fait de ce bouquin. Et j'ai lu le 12e chapitre que j'avais pas non plus à aimer. Mais bon, Estelle a lu Les Sœurs de Montmort, elle a vraiment beaucoup aimé. Je veux lui redonner une chance, donc je veux tenter ce bouquin. En plus, c'était le livre préféré de Tatane. Tatane, si tu passes par là, voilà, je te fais un gros bisou. Je vais tenter avec Les Sœurs de Montmort. Et ça sera tout, a priori, ce que j'achèterai sur le salon. C'est pas grave. Voilà, je me limite un petit peu. Je suis pas en no-buy. On va retenter un no-buy en janvier, avec les filles du no-buy estival et de rentrée. Ça fera pas de mal. De toute façon, j'ai pas grand-chose à acheter. Enfin... Si, j'ai toujours plein de trucs à acheter, mais j'ai une wishlist de 150 livres. Hein. Mais pour l'instant, tout est en wishlist, donc ça va. Ma palle est à 14, ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Et voilà, pour les lectures. On avait en lecture commune avec Estelle, Daphné du Maurier, La Maison sur le Rivage, qu'on a commencé ensemble le vendredi de Iris Noir, donc il y a une semaine, et qu'on a terminé presque ensemble. Je l'ai fini un petit peu avant elle, mais pas de beaucoup. Il y a quoi, 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. C'est le Daphné du Maurier, je pense, que j'ai le moins aimé. Alors, tout en haut, il y a Rebecca. En dessous, il y a Ma cousine Rachel. En dessous, il y a L'auberge de la Jamaïque. Et en dessous, il y a celui. Bah, pas pour les mêmes raisons. En fait, ils sont intervertissables. La maison sur le rivage est très bien écrite. Tous les Daphné du Maurier sont très bien écrits, de toute façon. L'ambiance est là. La couverture reflète parfaitement l'ambiance. Un peu fantomatique, un peu brumeuse, on ne sait pas trop où on est. L'auberge de la Jamaïque aussi est géniale au niveau ambiance. L'histoire est pas dingue, la fin est pas dingue. Là, l'histoire est intéressante, mais j'étais vraiment déçue par la fin, j'ai pas compris la fin. Donc c'est pour ça que je le rétrograde un petit peu en dessous. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais, pas du tout. On suit un homme, je croyais que c'était une femme au début, un homme dans un temps donné, qui n'est pas donné justement. Un homme qui semble être, comment on dit, omniscient, c'est ça, qui voit tout, mais qui n'intervient pas. Voilà. Donc il est là, il observe, et il nous raconte ce qu'il voit. Très bien. Et puis, il se passe un truc et hop, il reprend sa conscience. Bon. On découvre qu'il a fait une espèce de voyage dans le temps, grâce à des produits un petit peu pas très légaux, drogue et compagnie, LSD, et voilà. Et en fait, c'est, comme il dit, le début d'un long voyage. En fait, il va être en contact avec un homme qui s'appelle Magnus, qui est un ami à lui, et qui va lui proposer de tester une nouvelle substance. Et cette nouvelle substance va le faire voyager dans le temps à 600 ans avant. Donc il va se retrouver
avec des personnages, des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas, et dont il va découvrir l'histoire. Il va être pris dans cette histoire parce qu'il veut savoir, et on ne le voit pas quand il est là-bas. Donc il a ce pouvoir d'observer tout, de tout connaître, mais sans jamais être vu. Donc il ne prend aucun risque en fait. Et après il retourne dans le présent. Je trouve que l'alternance, le retour dans le présent et l'entrée dans le passé est hyper bien faite. C'est très subtil, je trouve ça très très bien. Le personnage principal, on apprend son prénom assez tard, il s'appelle Dick. Dans le présent, il est marié. Il a une femme qui s'appelle Vita, et je crois qu'il a 2 beaux enfants. Je pense que c'est les enfants de Vita, 2 garçons, je crois. Donc voilà, sauf que bon, c'est un peu compliqué de voyager comme ça, parce que c'est de la drogue, il peut pas en prendre tout le temps, si sa femme tombe dessus, elle va lui faire une crise. Donc voilà, on suppose, ça a été écrit à la fin des années 60, on suppose que dans le présent, on est dans les années 60. Donc il va jouer comme ça, jusqu'à prendre des gros risques en fait, jusqu'à se retrouver dans le présent, pas forcément au même temps présent que quand il avait quitté ce temps présent pour aller dans le passé. Donc par exemple, s'il est, je sais pas, midi, on est vendredi, et ben il va se retrouver vendredi à 18h. Donc en fait, il se sera échappé pendant 6 heures de temps présent, alors que ça va durer, je sais pas combien de temps dans le passé. Je crois que c'est quelques jours, je sais plus. Non, quand il revient dans le passé, c'est quelques jours après, en fait. Il retombe dans cette histoire, mais c'est plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être même après, j'ai un doute. Donc il y a des petites tensions comme ça, parce qu'il ne doit pas forcément tout dire à sa femme, il veut le cacher, mais il ne peut pas tout cacher non plus. Et puis, donc ça c'est assez prenant. Et puis il va y avoir un événement qui, moi, m'a fait « Ah, trop bien !» Vraiment un retournement de situation qui donne un nouvel angle à l'action. Et à partir de là, ça va être vraiment pas une course contre la montre, mais on sent que le Dick, il est pas bien du tout, en fait. Il doit trouver une solution. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. La fin, pour moi, n'est pas une fin. Voilà, clairement. On en a parlé avec Estelle. Elle pense à quelque chose. Effectivement, peut-être que j'étais trop terre à terre, que j'aurais dû partir peut-être un peu plus loin dans le LSD, j'en sais rien. Mais bref, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est très bien écrit, il y a de l'ambiance et tout. Néanmoins, la partie dans le passé qui se passe au Moyen-Âge n'est pas du tout ma cam. Il y a beaucoup de personnages. Ne prenez pas de notes, car, merci Estelle, sachez qu'à la fin du livre, il y a un arbre généalogique. Donc j'ai commencé sur les 200 premières pages à prendre des notes, à noter les noms et tout. Et puis Estelle me dit « Hey, cool, merci. Mais pourquoi ne pas l'avoir mis au début, en fait ?» C'est comme... c'était dans Circé. Dans Circé, il y a... si vous avez Circé chez vous, sachez que, regardez à la fin, parce qu'il y a un glossaire de tous les personnages cités, avec un petit résumé de tous les personnages. C'est super pratique. Moi, je m'en étais rendu compte en faisant ça. J'ai fait « Oh, cool !» Donc voilà, il faut toujours regarder la fin des livres, même. On ne veut pas se faire spoiler, mais des fois, ça peut servir. Donc il y a un petit arbre généalogique, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et qui s'appellent un petit peu tous pareils, hein, un petit peu comme dans les Hauts de Hurlevent, n'est-ce pas? Donc on peut vite, très très vite se perdre. J'ai relevé un petit post-it, petit passage intéressant, que je ne vais pas vous lire, mais qui pour moi m'aide par rapport à l'histoire. Voilà, sinon c'était une lecture intéressante, je ne remets absolument pas ça en question, mais pour moi, il est vraiment dans le bas de l'échelle Daphné du Maurier. Quand on a lu, j'ai commencé par Rebecca. Hein. Donc voilà. Donc j'en ai lu 4 déjà, je suis très contente. Il me manque, que j'aimerais lire, le bouc émissaire. Et le recueil de nouvelles Les Oiseaux, avec la nouvelle Les Oiseaux, bien sûr. Je suis pas trop fan de nouvelles, mais peut-être si on se cale une LC avec Estelle sur les oiseaux, mais elle aime pas, je crois, les oiseaux. Ça lui fait peur, donc peut-être que je le lirai toute seule. Mais en tout cas, cette nouvelle-là, Les Oiseaux, si je la trouve peut-être à part, je la lirai. Et je serais très curieuse justement de la découvrir, parce que je connais le film, je l'ai vu 2-3 fois, je crois. Et du coup, je serais curieuse de savoir ce que ça donne en livre, quoi, à l'original. Donc voilà pour La Maison sur le Rivage. J'avais commencé il y a quelques temps, en formation, en audio, Le Loup peint de Jacques Sausset. Regardez, j'en suis, je vais dire presque à la fin, il me reste 140 pages à peu près. Voilà. On est sur un polar thriller vraiment sombre, un peu dégueulasse, qui peut paraître très machiste, mais qui en fait est vraiment intéressant de par ses remarques misogynes, machistes, pardon, parce qu'en fait c'est, je vais pas dire c'est fait pour, mais voilà, j'ai compris. Donc au début ça peut dérouter, parce qu'on se dit merde, déjà c'est écrit par un mec.
En plus, tu parles comme ça, mon gars. Enfin, t'es gentil, mais voilà, on ne traite pas les femmes comme ça. Mais en fait, je comprends pourquoi. Donc, je ne vais pas vous raconter tout, hein, mais on est donc avec un homme, un vétérinaire, qui va se faire agresser. Enfin, je peux peut-être vous lire le résumé, en fait. Voilà. Vincent Galtier a perdu son fils. Il est même presque accusé d'avoir tué accidentellement son fils. Son couple part à volo. Sa femme ne lui adresse presque plus la parole. C'est presque s'ils font lit à part. Donc ça va plus du tout. Et il est dépité. Et ce qui est bien, c'est que ce personnage-là, on va tout de suite avoir de l'empathie pour lui parce que Jacques Sausset nous cible directement cet homme. Il nous fait parler cet homme, il nous donne son ressenti, ses émotions. Donc on apprend à le connaître tout de suite. Et ça, j'adore, parce qu'on va directement dans le personnage et du coup, on le connaît. Ça y est, on le situe bien, on le connaît. Donc s'il lui arrive quelque chose, on a peur pour lui. Et ça, c'est trop bien, parce qu'on s'est déjà attaché à lui. Et en fait, on va s'attacher à chaque personnage décrit. Parce qu'il n'y a pas que Vincent. Parce qu'en fait, Vincent, il a une maîtresse. Voilà. Et cette maîtresse-là est un peu particulière, et leur relation est aussi particulière. C'est là où il peut y avoir des propos un peu machistes. À côté de ça, on va découvrir une enquête. Enfin, ce qui pourra être plus tard, peut-être, une enquête. Autour d'un espèce de réseau de vente de chiens. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette information-là. Tout ça mêlé, au milieu de ça, il va y avoir des meurtres un petit peu dégoûtants. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on va suivre l'assassin qui commet ces meurtres. Et là, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Alors, je suis toujours dedans, je n'ai pas terminé. Néanmoins, j'ai eu 4h30 de voiture aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'allers-retours en banlieue. Et j'ai donc écouté. Et en fait, je me suis un peu perdue par moments parce que j'étais concentrée sur la route. Donc, je pense que j'ai loupé quelques informations. Néanmoins, je pense que tout ça se recoupe et que les meurtres sont en lien avec le réseau de vente de chiens, machin truc. Donc voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais peut-être que je peux vous lire un bout de résumé. Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville de Lyon, près d'Auxerre. On dit Auxerre ou Auxerre. Pour moi, on dit Auxerre, mais je peux me tromper. Depuis la mort accidentelle de son fils, son couple est à la dérive. Seule Marion, sa maîtresse, parvient à lui faire vivre quelques rares moments d'oubli. Une nuit, alors qu'il vient de la quitter et traverse une forêt isolée pour rentrer chez lui, les passagers d'une voiture inconnue lui tirent dessus et tentent de le précipiter dans un ravin. Lorsque Vincent arrive finalement à son domicile, après leur avoir échappé de justesse, c'est pour découvrir une scène de massacre. Il y en aura d'autres. C'est très bien parce que ça ne dévoile pas trop du livre. S'ils avaient dit quelque chose en plus de la scène de massacre, je pense que j'aurais été un petit peu embêtée de vous lire le résumé. Néanmoins, je trouve que c'est hyper bien fait, que les dialogues sont hyper réalistes. À l'audio, ça passe nickel. Le narrateur est trop bien. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est pas mon premier Jacques Sausset. J'avais lu Principe mortel de Luc, que j'avais adoré. Je n'en ai absolument aucun souvenir. Je l'ai lu quand j'étais enceinte et je ne me rappelle plus. Mais j'avais adoré. Donc je pense que, pareil, il est à Noir-sur-Ormesson. Il n'est pas impossible que je lui en prenne un autre. Je ne sais pas lequel. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je crois que c'est le premier d'une série qui parle du commissaire machin truc, non Bref. Donc voilà, c'est un de ses premiers, je crois, hein, celui-là. 2016. Ça remonte un peu. Les éditions du Toucan. Je connais pas les éditions du Toucan. Mais bon, il avait été dédicacé, je l'avais acheté à Brive. Le 4 novembre. Hey, c'est demain. Marrant. Bref, voilà, je lis un an après. Et vraiment, je suis très contente, je suis très convaincue de la plume de Jacques Sausset et de ses histoires. Donc je serais très curieuse d'en lire un autre. Donc celui-là, je pense le terminer. Je suis pas pressée. Vraiment, je suis pas pressée. Parce que la prochaine lecture qu'on fait encore en commun avec Estelle, c'est quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont qu'on a dans notre palle depuis Brive également l'année dernière. Voilà. Et du coup, on va lire ensemble. Il est très court, hein. Il est très aéré. Il fait 250 pages. Et celui-ci, on l'a programmé à partir de dimanche, je crois, jusqu'à mardi. Clairement, pour moi, je peux le lire plus tôt. Donc ça veut dire que là, moi je vais prendre ma voiture lundi. Donc lundi, là, si je veux, il est fini en fait. Même avant, en fait. Donc voilà pour les lectures en cours, futures et compagnie. Ensuite, on a La Folie de Johannes Gustafsson qu'on lit avec Angie et Estelle. Et en fin de semaine, je ne sais plus. Bref,
j'ai reçu un livre embêtant. Très gentiment envoyé, cependant. Déjà parce que c'est un pavé. Vraiment un pavé de 1200 pages. Parce que c'est un tome 3. Donc merci Pocket. Cependant, c'est compliqué. Parce que c'est un tome 3, déjà. J'ai pas le tome 1 et 2. Et qu'il fait 1200 pages. Donc, malheureusement, je m'en séparerai. Si jamais, vous qui regardez cette vidéo, êtes sur Paris et voulez ce tome 3, contactez-moi, je vous le donne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, merci Pocket de me l'avoir envoyé. Je vous le montre. Voilà. Je ne sais pas. Ah, Anne Boleyn. Ouh. Ouh, c'est méchant. Ça, c'est méchant parce que je veux le tome 1 et 2 du coup. Ah, je n'avais pas lu le résumé. Donc on est à Londres en 1536, la tête d'Anne Boleyn est à peine tombée du billot que Thomas Cromwell savoure déjà sa victoire. Donc également chez Pocket Révolution, et dans la même série, Dans l'ombre des Tudors, tome 1, et Le pouvoir, tome 2. Et ouais, mais Pocket, tu m'as pas envoyé le tome 1 ni le tome 2. Alors bon, comment vous dire? Peut-être que Hélène, ça l'intéresse. Donc c'est la saga Le Conseiller, et là c'est Le Miroir et la Lumière. Ah là 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 là. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un résumé des tomes précédents. Oh non, je peux pas dire que le tome 3 soit possible. C'est pas possible. Mais peut-être, Hélène, si tu regardes cette vidéo, ça peut peut-être t'intéresser. Nous avons un sommaire. Nous avons une liste des personnages grande comme le bras, bien sûr. 2, 3, 4 pages, 5 pages presque. Et nous avons... Ah, merci, il est au début. Il est au début. Un arbre généalogique, évidemment. Voilà, donc moi j'aime bien les Tudors. Vraiment, j'aime vraiment bien. Mais pas à 1200 pages, j'ai pas un tome 3. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par ce tome 3, contacte-moi. Et si tu es sur Paris, je te le remets en main propre avec plaisir. Et puis, je m'en charge de m'acheter le tome 1 si jamais j'ai envie. Mais voilà. Donc merci Pocket. Il est quand même dans le Grand Prix lecteur. Hein. Donc c'est délicat parce que c'est un tome 3. Donc bref, voilà pour la réception de cette semaine. Je vais vous laisser là. En sachant que ça fait déjà 17 minutes que je parle, je vous reprends sûrement mon début de semaine, donc j'aurai terminé le Jacques Sausset, je pense, et probablement commencer, voire terminer le Lola à la fin. Je vous prends 2 petites minutes parce qu'on est dimanche matin et que j'ai un tout petit peu de temps et que j'ai des choses à vous raconter. J'ai fait une insomnie cette nuit, je suis descendue lire un petit peu et j'avais emprunté à la médiathèque Les conditions idéales de Mokhtar Hamoudi, qui était sorti pour la rentrée littéraire dans la catégorie premier roman. Il me tentait beaucoup parce que en fait, alors j'ai pas lu le résumé, je vous avoue. On m'a dit que ça parlait d'enfance, ça parlait de système éducatif, ça parlait de la banlieue parisienne et ça me parlait beaucoup. Ça me fait penser au Grand Secours. Attendez, je vais le chercher. Voilà, le Grand Secours de Thomas Reverdy, Thomas B. Reverdy, qui lui est prof à Bondy, je crois. Et prof. Est-ce qu'il est prof à Bondy? Je ne sais plus. Mais bon, voilà, ça me faisait penser à ça. Je voulais confronter les deux romans parce que, toujours avec cette optique de comparer avec le diplôme, que moi, j'ai pas du tout aimé. Et je voulais lire d'autres livres qui parlent du système éducatif et de la banlieue parisienne. Du coup, Les conditions idéales, je l'ai commencé et je voudrais lire aussi Le Grand Secours. J'ai aussi emprunté Panorama parce que j'avais regardé la grande librairie et que j'avais très envie de le lire. Donc, voilà, Les conditions idéales, j'ai lu 50 pages. Il y a un truc qui me dérange. Je pense que c'était juste que j'étais peut-être pas dans le bon mood. Je sais pas si c'est le style qui me dérange ou l'histoire que je comprends pas toujours. Peut-être parce qu'il était 3h du matin aussi, hein, mais du coup, je vais peut-être lire le résumé. Donc c'est l'histoire de Skander, c'est un petit garçon qui est placé à l'aide sociale à l'enfance dès son plus jeune âge. Il est passionné par la lecture, il a des très bons résultats scolaires et son destin bascule quand il atterrit à Courcelles, en banlieue parisienne. Alors je ne sais pas si c'est un village fictif, mais je ne connais pas, j'habite en banlieue parisienne, je ne connais pas Courcelles. Donc il habite chez une dame. Au collège, il est entraîné malgré lui par les jeunes du grand quartier qui abolissent sa boussole morale. La rue devient son royaume et l'éloigne chaque jour davantage de ses rêves d'enfant. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais, mais je me dis qu'il est emprunté, et que si je ne l'aime pas, je peux l'arrêter à n'importe quel moment.
J'ai arrêté du coup à la page 50 parce qu'effectivement il y avait un truc qui me dérangeait et j'en ai profité pour commencer. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, j'ai déjà bouffé 36 pages, il est magnifique, il est extrêmement bien écrit, c'est superbe. Et le lire la nuit, c'est encore mieux. Donc j'ai pas envie de faire des insomnies tous les jours, enfin toutes les nuits, mais il est très beau, vraiment très très beau. J'avais pas mes post-it, mais je vais mettre des post-it. Il est très doux et très délicat dans une histoire terrible, vraiment terrible. Alors je vais pas dire que ça me donne envie de relire Anne Frank parce que j'avais été en fait globalement déçue par ce journal, que je trouvais pas... peut-être pas bien traduit, mais sûrement pas bien écrit non plus. Mais voilà, après, c'est dur hein, ce que je vous dis, parce que c'est quand même un témoignage de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, mais c'est surtout le journal d'une jeune fille qui parle de ses peut-être petites amourettes d'adolescente, ce qui est tout à fait normal. Et moi, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus historique, mais en même temps, elle a 13 ans, je crois. Donc bon, c'est très délicat de ne pas aimer Anne Frank, parce qu'elle est lue dans le monde entier, aimée dans le monde entier. Et voilà, moi j'avais pas été très sensible à ça. Ça me donne pas envie de le relire, mais ça me donne envie de m'intéresser à la personne qui était Anne Frank et le contexte familial, et peut-être lire d'autres choses sur elle, sur cette annexe, tout ça. J'étais allée à Amsterdam, j'avais pas eu l'occasion de faire le musée parce qu'il était complet, mais je serais curieuse d'y retourner du coup. Voilà, donc ça c'est pour les 2 lectures en cours, en plus du Loupin, que je termine demain en voiture. De toute façon, celui-là, il est prévu, et celui-là, à la prochaine insomnie, on verra. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi matin, je dois partir au boulot parce que j'ai une réunion que j'avais zappée bien sûr, donc là j'y vais en voiture. Ça veut dire que je vais terminer mon Jacques Sausset parce que j'ai pas eu le temps hier de le finir, il me reste rien du tout, hein, on est d'accord. Ensuite je reprendrai les somnambules, parce qu'il faut quand même que je l'avance un petit peu. Et puis je suis aussi dans Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. On le lit en lecture commune avec Estelle, elle a terminé hier soir, moi j'ai lu que 50 pages, mais comme il en fait 250, que c'est très espacé et que tous les chapitres commencent à droite, comme j'ai grosso modo une bonne heure et demie de transport ce soir, il sera terminé ce soir. Vous avez vu ce petit rayon de soleil très agréable du matin. Il fait très beau aujourd'hui, on va pas se plaindre. Et du coup, je l'aurai terminé ce soir. Comme ça, demain, je commence le Johanna Gustafsson avec Estelle et Angie. Alors, le Loupin, c'est une très belle surprise. J'aime beaucoup la tournure que ça prend. Alors, j'ai vu des avis sur Babelio. Globalement, c'est très très bon. Il y a des gens qui disent qu'il s'éparpille un petit peu. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses à suivre. Néanmoins, ça se regroupe quand même à la fin. Je trouve ça intéressant, je trouve ça vachement haletant, bien écrit, bien réaliste au niveau des dialogues. Donc je suis très contente d'aller le voir à Mort-sur-Ormesson dans 2 semaines, parce que je lui prendrai Enfermé. J'en ai discuté avec Lucille, l'œil de Lucien dans les polars, et elle m'a conseillé celui-ci, elle m'a pitché un petit peu le truc, et franchement il a l'air vraiment vraiment top. Donc je vais lui prendre Enfermé, comme ça me fera un nouveau Jacques Sausset à lire. Et puis pour le Lola Lafont, là je suis un peu déçue par contre. J'en ai entendu que des bons avis. Clairement il y a une hype folle autour de ce bouquin quand il est sorti, parce que Anne Frank, parce que tout ça, et c'est vrai qu'avec Esther on avait super hâte de le lire. Il est très très bien écrit, ça c'est sûr. J'avais envie de mettre des post-it partout au début. Et en fait, pourquoi je me répète, l'histoire fait que Lola Lafont est enfermée une nuit dans le musée Anne Frank, dans l'annexe. Elle est dans l'annexe en fait, elle est sur le lieu où était Anne Frank pendant des mois avec sa famille. Ils n'avaient pas le droit. Alors c'est ça qui est intéressant, je ne sais plus où c'est. Elle le dit, elle explique les horaires. S'habitue-t-on en danger. Voilà. Donc à 8h, les employés de l'entreprise s'installaient à leur bureau situé juste au-dessous de la cachette. Si 5 d'entre eux étaient au courant de la présence des Franks, les magasiniers, eux, ne l'étaient pas. Ainsi, jusqu'à 12h30, pas une seule goutte d'eau, pas de chasse d'eau, pas une foulée, un silence absolu, écrit Anne Frank. Les clandestins avaient ensuite 1 heure pour déjeuner, aller aux toilettes, écouter les actualités sur Radio Orange, discuter. À 13h30, il fallait retourner à l'immobilité. Lire, écrire, toute activité susceptible de leur faire oublier l'ankylose douloureuse d'un dos, la pesanteur obsédante d'une vessie pleine. Donc c'était quand même fou en fait. Donc clairement, ça a marqué l'histoire, j'en ai tout à fait conscience. Mais moi j'aimerais qu'elle aille vraiment dans ces détails, qu'elle visite ces pièces, et apparemment, c'est pas trop ce qui est dans le bouquin. De ce qu'Estelle m'a dit, Lola Lafont parle d'elle,
de son rapport à Anne Frank, de ses écrits et tout ça. Et effectivement, là où j'en suis, elle parle de la danse, elle parle de son rapport à la Seconde Guerre mondiale, qu'elle avait refusé d'assister à tous les cours sur la Seconde Guerre mondiale à l'école, tout ça. Donc voilà, et je pense effectivement qu'elle va parler d'elle. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Parce que moi, comme ça, j'en découvre un petit peu plus sur l'autrice. En plus, elle a fait de la danse, donc ça me parle. Mais voilà, bon, à voir. À voir comment ça se passe au niveau des digressions. Mais Estelle, je crois, est un petit peu déçue. Après, c'est super bien écrit, hein, donc voilà, c'est très agréable. Mais c'est vrai que quand on attend quelque chose et que finalement on nous donne autre chose, bon, petite déception. Donc je vais voir, il me reste donc 200 pages à lire aujourd'hui, et ensuite ça sera la folie. J'ai reçu hier la déferlante, c'est sur Rêver, la révolte des imaginaires, et ce qui est bien c'est qu'il y a du Alice Zénitaire, avec Camélia Jordana, bon, m'intéresse moins, mais Alice Zénitaire, ça m'intéresse beaucoup, c'est sur Retisser les héritages, l'Amazonie, l'émancipation par le cinéma, intelligence artificielle, ça me rend folle l'intelligence artificielle. Quand je vois des pubs à la télé, du nouveau téléphone, je sais pas quoi, Google là, où tu fais une photo et tu peux retoucher tout ce que tu veux, je me dis mais où il n'y a plus de frontières en fait entre le réel et le fictif finalement, tu peux tout recréer à partir d'une photo. Donc ça peut devenir hyper dangereux, vraiment, vraiment hyper dangereux. Il y a souvent des photos, vous savez, trafiquées en lien avec l'actualité. Oh là là, regardez, un immeuble qui s'effondre, c'est à cause de ça, alors qu'en fait non, l'immeuble il s'est effondré il y a 3 ans, ça n'a rien à voir avec l'actualité, tout ça. Et c'est maintenant, la réalité est modifiable totalement avec l'intelligence artificielle, ça me fait peur. C'est un truc de fou. Voilà, sinon il y a du transféminisme au sommaire, il y a Mariage pour tous et toutes, Jacqueline Manicom, portrait d'une féministe oubliée, totalement oubliée, je ne connais pas du tout ce nom, et Avant MeToo, 76, un tribunal des crimes contre les femmes. Donc ça a l'air hyper intéressant, et voilà, et puis je suis toujours curieuse. Alors le problème c'est que la déferlante, j'en ai, ça c'est numéro 12, je dois en avoir 6 ou 7 que je n'ai pas encore lu. Donc je pense malheureusement que je vais arrêter mon abonnement à la déferlante, parce que j'en ai plein à lire, et que c'est super de soutenir un magazine, mais si tu n'as pas le temps de le lire, voilà, faut quand même le lire. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est hyper intéressant, il y a plein d'articles, des interviews de qualité, c'est génial, mais là j'ai pas le temps. En fait, il faudrait que je me programme une semaine de lecture de magazine, et c'est compliqué. Voilà, sinon, que vous dire d'autre? Bah rien, je vais aller bosser. Oui, je vais aller bosser. Et puis, alors, pas demain, mais jeudi, je peux vous parler un petit peu. Je vous reprends 2 petites minutes, on est toujours mardi, on est mardi après-midi. Et ça fait 2 nuits que je pense au prix Goncourt. Je savais que parmi les finalistes, le carré d'or, il y avait Jean-Baptiste Andréa. Et je retournais le problème dans ma tête et je me dis, ce serait quand même terriblement génial qu'il gagne le prix Goncourt. Mais il y a du Gallimard en face, il y a les éditions de l'Observatoire, maison d'édition indépendante, ça serait super aussi. Et puis il y a ce fameux tigre triste ou triste tigre, je ne sais plus, de cette femme qui s'appelle Neige, je ne sais plus quoi, qui est très plébiscitée et tout. Et j'apprends hier que ce titre-là remporte le prix féminin. Je me dis, waouh, trop bien, super. Et en plus, une concurrente de moi pour Jean-Baptiste Andréa, parce que je me doutais qu'elle allait pas recevoir le prix Goncourt et le prix féminin, c'était un petit peu gros quand même. Donc du coup, voilà, j'attendais. Et puis j'en ai rêvé cette nuit encore, la nuit d'avant, et puis cette nuit encore, qu'il y avait 2 autres finalistes qui n'avaient rien à voir avec les 4 titres, et qu'il y avait Jean-Baptiste Andréa, et que c'était Jean-Baptiste Andréa qui gagnait. Et je me suis renseignée, j'ai vu que c'était à 12h45 aujourd'hui le prix. Et en fait, j'étais en réunion ce matin, et j'étais en voiture à 12h45, et j'ai zappé. Et à 13h03, je sors des périphes, je prends mon téléphone, j'étais au feu rouge, et je tape prix Goncourt pour regarder, et je tombe sur la vidéo, sur une vidéo d'un site. Je lance, c'était en direct. Et je vois Jean-Baptiste Andréa, et j'entends la voix off, nanana, et puis nous essaierons d'avoir quelques mots du lauréat Jean-Baptiste Andréa. J'ai hurlé dans ma voiture, en me disant « Waouh, c'est trop bien !» Mais, j'étais heureuse, mais pour plein de raisons. D'une part, parce que j'adore cet auteur, vraiment, depuis Des Diables et des Saints, ça a été la révélation. Il est super gentil, je l'ai rencontré 2 fois, et il est hyper humain, hyper enjoué, hyper accessible, super gentil. De 2, parce que ce bouquin, Veiller sur elle, est vraiment extra. J'avais mis des post-it, je l'avais lu avant la rentrée littéraire, parce que j'avais pu avoir la possibilité de l'avoir via l'Iconoclaste. Et en fait, je l'avais lu quasiment
tout de suite en fait, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai préféré Des Diables et des Saints, mais celui-ci, il est vraiment à lire absolument. J'étais tellement heureuse parce qu'en plus c'est l'Iconoclaste et que c'est une maison d'édition indépendante. C'est pas Gallimard, c'est pas Flammarion, c'est pas des maisons d'édition comme ça élitistes. Là, c'est une petite maison d'édition qui publie trois romans pour la rentrée littéraire à chaque fois. Et du coup, ça donne encore plus de valeur à ces maisons d'édition indépendantes pour dire, voilà, vous voyez, et ben c'est carrément possible. Je crois que il y a 2 ans, c'était les éditions Philippe Ray, avec le plus grand truc des hommes, je sais plus du tout le titre, mais je crois que c'était une maison d'édition indépendante aussi, Philippe Ray. Et j'étais super contente, on se dit, ça change un petit peu de Gallimard, Flammarion et compagnie. Et c'est pour ça que je m'étais dit, si ça se trouve, c'est Gallimard, et si c'est Gallimard qui gagne, vraiment, c'est pipé, quoi, le truc. Voilà, et puis en plus, l'éditrice qui s'appelle, je pense... il n'est pas dans les remerciements peut-être, il n'avait pas fait de remerciements, je ne sais plus. Sophie de Civry, je crois que c'est ça. Sophie de Civry, qui était donc l'éditrice, la directrice, on va dire, des éditions de l'Iconoclaste, est décédée en juin. Et elle avait vu ce livre avec Jean-Baptiste André, on avait parlé, elle avait développé le livre et fait en sorte que voilà, il soit publié. Donc il a été soutenu par elle et veillé sur elle. Eh ben, il y a vraiment beaucoup de sens. Il y a veillé sur elle pour le sens premier du livre, mais il y a veillé sur elle aussi de cette femme qui finalement veille aussi, je pense, sur son bouquin, peut-être de là-haut, bref, imaginons, peu importe. Et le fait qu'il ait reçu le prix Goncourt, il y a un symbole hyper fort, parce que pour les éditions de l'Iconoclaste, c'est trop beau, c'est trop bien, Voilà, je suis ravie, j'ai hurlé dans ma voiture, je vous promets, j'ai hurlé, j'étais toute seule, je n'avais rien à faire. J'ai crié, je suis trop contente, oh la vache, j'étais comme une dingue. Et voilà, donc je suis quelqu'un de très spontané, comme vous pouvez le voir, comme vous le savez déjà. Mais là, vraiment, c'était le pompon, quoi. Alors ce soir, je peux pas aller à l'Iconoclaste, ils m'ont envoyé une invitation pour fêter le prix, tout ça, mais je bosse. Donc je pourrais pas aller les voir, mais vraiment, j'ai laissé un message sur le compte Insta de l'Iconoclaste pour les féliciter, parce que vraiment, c'est terriblement mérité. Et c'est trop bien, et c'est trop bien. Donc voilà, je vous recommande vivement de lire Jean-Baptiste Andréa et de lire Veiller sur elle et Des Diables et des Saints, parce que vraiment ça vaut le coup, quoi. C'est un beau prix Goncourt, c'est un beau prix et c'est mérité. Et enfin, voilà, il y a des petites maisons d'édition qui sont reconnues dans des prix comme ça, avec des auteurs comme ça, talentueux, qui ont une poésie folle dans leurs mots, dans les tournures de phrases. Ce bouquin est extraordinaire. Vraiment, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'en perds mon portable. Vous êtes devant un verre. Mais voilà, donc sinon, j'ai fini le Jacques Sausset. Il est dans le bureau, j'ai la flemme d'aller chercher. C'était intéressant. C'est pas un coup de cœur, c'était vraiment bien. C'était hyper haletant, vraiment hyper haletant. Et je vais continuer du coup le Lola Lafont. Dans les transports, il me reste un peu moins de 200 pages à lire, je crois. Et comme ça, il sera fini ce soir. Et demain, je passe à autre chose. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Nous sommes jeudi matin, je suis tranquille chez moi ce matin, j'ai un peu de temps, donc je respire, parce que c'est le premier jour de la semaine où je peux enfin me poser un petit peu, parce que sinon j'étais au boulot toute la semaine. Normal, je vous dirais comme tout le monde en fait, mais moi j'ai pas des horaires de bureau, en fait je travaille le soir, et quand on commence la journée à 10h et qu'on la finit à 21h, c'est compliqué. Donc voilà. Alors, j'ai des choses à vous dire. Déjà, j'ai terminé quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. C'est une déception, voilà. Je dois être une des rares à qui ce livre n'a pas... avec lequel ce livre n'a pas matché. Tant pis, c'est pas grave. Il a eu un prix, je crois. Hein. Il a eu plein de prix, en fait. Le prix Landerneau, le prix France Culture Télérama, le choix Goncourt de la Suisse. J'avais cru que c'était le prix Goncourt des lycéens aussi, mais bon. Donc, il a reçu beaucoup de prix. Il est très plébiscité, il y a eu un super engouement à la sortie de ce livre et tant mieux. C'est très bien écrit. Déjà le positif, c'est hyper bien écrit. Lola Lafont a une plume très belle, elle fait des réflexions très intéressantes aussi par rapport au Franck, par rapport à cette annexe, par rapport à la vie, à comment vivre avec cette peur, ce danger, donc c'est vraiment intéressant. Et il y a un chapitre, alors je crois que c'est... Alors au début, je vais essayer de vous le retrouver, elle pose une question vachement intéressant sur sur la peur en fait. Comment vivre avec la peur? Mais voilà, s'habitue-t-on à être en danger?
La peur est-elle un envahissement brutal semblable à un courant d'arrachement, cette force qui entraîne au large contre laquelle on ne peut lutter, ou la peur se dilue-t-elle dans les jours qui passent et on finit par s'y faire à la peur? Et c'est des belles réflexions comme ça, il y en a tout au long du livre, donc ça c'est assez positif. Le négatif, pour moi il y en a pas mal. Je trouve qu'elle digresse énormément. Alors c'est pas forcément négatif, ça peut être très intéressant, sauf que elle parle d'elle, elle parle de sa famille, qui est polonaise, elle est juive, et donc elle parle de son rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui peut être, encore une fois, très intéressant. Néanmoins, c'est pas du tout ce que j'attendais là-dedans. Je pensais qu'elle allait nous immerger vraiment dans cette annexe, visiter chaque pièce et nous décrire les pièces, puis peut-être son ressenti par rapport à elle, effectivement, son lien. Alors c'est dedans, mais c'est pas vraiment fait comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'allers-retours. C'est fouillis pour moi, en fait, ce livre-là. Ça part un peu dans tous les sens. Je peux comprendre que quand on est dans un musée pareil, ça peut être plein d'informations à la fois et tout ça. Néanmoins, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus cadré, en fait, peut-être structuré, en fait. Mais voilà, c'est que mon avis. Et puis, alors la partie aussi, le positif, c'est la partie sur le travail de publication du journal d'Anne Frank. Là, c'est assez intéressant. Elle nous explique comment ça s'est passé avec le père, Otto Frank, qui a découvert donc le journal, qui n'a pas voulu le lire tout de suite, et puis qui n'a pas voulu modifier quoi que ce soit de sa fille, qui voulait être publiée, elle, parce qu'en fait, alors ça je ne savais pas, c'est qu'il y a eu un appel, je ne sais plus le contexte, il y a eu un appel disant, voilà, pour ceux qui écrivent, une espèce de concours, je sais pas quoi, de dire un journal, voilà, peut-être un journal peut être publié. Du coup, elle avait entendu cette information-là et elle avait dit, à partir de là, ok, mon journal, il va être publié. Je crois qu'elle avait entendu ça à la radio. Et du coup, elle a écrit en fonction de ça, pour être publiée. Donc, il y avait vraiment ce désir d'être publiée. Et donc, après, le travail de publication est assez intéressant. Mais voilà, je m'attendais vraiment plus à visualiser l'annexe. Et là, je ne visualise rien du tout, en fait, dans ce bouquin. Elle met beaucoup de temps, a raison, mais je comprends tout à fait, à aller dans la chambre de Anne, parce que ça lui pèse énormément. Et je sens qu'il y a vraiment un lien fort entre Lola Lafont et l'histoire d'Anne Frank, bien sûr. Donc c'est un roman plein de sensibilité et d'émotion, mais c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Donc c'est une déception. C'est pas grave du tout, je suis bien contente de l'avoir lu. Je ne relirai pas tout de suite Lola Lafont parce que ça m'intéresse pas tout à fait ce qu'elle a écrit d'autre. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'elle publiera prochainement. Mais voilà, il est quand même beau, je vais éternuer. Et je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, pour vous faire une opinion peut-être sur ça. Mais moi, je l'ai trouvé très fouillis, très brouillon et très digressant. Ça se dit digressant? Je ne sais pas. Et j'ai commencé ensuite La folie, je vais rééternuer, de Johanna Gustafsson, que j'ai acheté à Iris Noir. Donc presque sitôt acheté, sitôt lu. Je suis déjà à la moitié. On le lit avec Angie et Estelle. Et on aime toutes les trois beaucoup ce style et ce livre. On est dans 3 périodes différentes. On est avec Maxine en 2002, avec Lina en 1949 et avec Lucienne en 1899. Je vais me moucher. Donc 3 périodes différentes, 3 femmes, 3 destins, 3 femmes, 3 époques, 3 destins terrifiants. Et c'est un petit peu ça. En fait, donc on est avec 3 femmes, donc il y a vraiment une sororité par rapport à ça à travers les époques. Beaucoup de femmes aussi dans chaque période, donc très intéressant. Et on commence donc avec Maxine en 2002 sur une affaire, donc elle est lieutenant, et elle est appelée sur une affaire pour résoudre un meurtre, celui du mari de Madame Caron. Et Madame Caron est son ancienne institutrice. Donc elle la connaît déjà, et elle est un peu bouleversée par cette histoire, parce qu'elle dit non, c'est pas possible, Madame Caron, elle est adorable, enfin je la connais depuis très longtemps, c'est impossible qu'elle ait tué son mari. Et lors de l'arrivée sur les lieux du crime, l'équipe retrouve 7 mains droites dans des endroits différents de la maison. Donc là, on a une petite tension, déjà on se dit, très bien, intéressant. Et puis on passe à une autre période, 1949, avec Lina, où là, on découvre une jeune fille très à l'éducation catholique, à l'église, donc on la suit avec les enfants de chœur, machin, tout ça, catéchisme et tout. Et là, on sent il y a un petit peu un style Carrie, parce qu'elle va avoir ses premières règles et tout le monde va se fiche d'elle. Et donc, elle ne va pas le supporter. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et puis, on a une 3e période avec Lucienne en 1899,
qui est une femme avec 2 enfants, qui malheureusement va voir disparaître ses 2 enfants, ses 2 filles, dans la maison qui va prendre feu. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, il y a un lien. Moi, j'ai déjà le lien entre Lina et Lucienne. Je n'ai pas encore avec Maxine. Néanmoins, je vois se dessiner quelque chose. J'aime beaucoup, vraiment. J'adore parce qu'en fait, on est dans une enquête à une période. Donc, on suit une enquête. Et on alterne avec les autres chapitres qui ne sont pas des enquêtes, qui sont juste un peu des mystères. Et ça, j'adore parce que je trouve qu'il y a énormément de rythme. Il est compliqué à lâcher, vraiment. Et c'est bien écrit. Alors, c'est pas très bien écrit, c'est pas poétique, tout ça. Mais c'est bien écrit, les dialogues sont bien construits. L'époque 2002 avec Maxine, il y a des dialogues hyper drôles, je trouve, des petites répliques super drôles. J'aime beaucoup. Et c'est un peu caustique, c'est un peu cynique par moments et très drôle, vraiment, les répliques de Maxime avec son copain qu'elle appelle Poussin. Je trouve ça mignon. Et on est quand même dans une enquête assez prenante et puis mystérieuse, parce que c'est cette main-là. Qui a fait ça? Quand est-ce que ces mains ont été placées? Est-ce que finalement la femme, Madame Caron, était complice de son mari et qu'elle a dû le tuer? Enfin, il est mort de 30 coups de couteau, le gars. Et on se dit, non, c'est pas possible que ça soit elle, elle n'a pas eu cette force. 30 coups de couteau, 30 fois. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Donc on est vraiment dans un mystère autour de cette enquête-là. Puis quand on arrive en 1949, on suit une femme. En fait, cette histoire isolée pourrait juste être le début d'un roman historique, par exemple, avec un personnage féminin principal. Et puis, l'autre partie, avec Lucienne en 1899, pourrait aussi être une autre partie, un autre roman à lui seul. Donc il y a vraiment une densité dans ce roman qui est assez court, hein, il fait moins de 400 pages, il fait même pas 350 pages, mais il y a un certain rythme. Elle va pas dans les chichis, elle y va direct, elle donne toutes les informations. J'adore, vraiment j'adore. Je le trouve aussi efficace que l'île de Yule. Et en fait, j'ai même envie de retenter la saga Bloc 46. J'avais lu Bloc 46, je dirais bien 2016, 2017, tout ça, 2018 peut-être. Et j'avais moyennement aimé. J'avais bien aimé parce que ça se passait, il y avait un lien avec la Seconde Guerre mondiale, mais j'avais pas trouvé ça ouf. Et en fait, parce que je pense qu'à l'époque, je croyais que Johanna Gustafsson était une autrice nordique. Et du coup, les polars nordiques, j'avais fait un petit peu à cause de la Princesse des Glaces. À tort, parce que clairement, après l'île de Yule, que j'ai adoré, celui-là, que j'adore aussi, il n'est pas impossible que je reprenne donc la saga Bloc 46. J'essaie de vous trouver depuis tout à l'heure la trilogie. Voilà, c'est les enquêtes d'Emily Roy et d'Alexis Castel. Donc ça commence avec Bloc 46. Puis après, il y a Mort, M-O, Umlaut, Trémar, enfin, voilà, chez Bragelonne. Et 100, avec un petit O sur le A, chez Bragelonne aussi. Donc 2015, 2017, 2019. Et je reprendrai bien, je ne sais pas où je l'ai mis, Bloc 46. Comme je ne l'ai pas aimé, peut-être que je l'ai mis en boîte à livres. Et je ne sais plus si je l'avais fait dédicacer. Non, s'il est dédicacé, je l'ai gardé. Je vais voir. Mais en tout cas, il est vraiment pas impossible que je relise ce livre-là et que je continue la saga parce que Bloc 46 a quand même de très très bons avis. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête, finalement, à avoir le nez qui coule, à apprécier ce roman. Donc, voilà, pour La Folie, il sera terminé aujourd'hui, clairement. Il me reste la moitié, 170 pages. Et je prends les transports cet après-midi pour aller bosser en école. Aller-retour, j'ai 1 heure. Clairement, il sera terminé. Et ça tombe très bien, comme ça, je commence Zola. Je commence l'avant-dernier tome des Rougon-Macquart, à savoir la débâcle qui se passe, il me semble, pendant la guerre de 1870. Et ça commence par une préface que je n'irai pas, parce que ça spoil. Les préfaces de classiques spoil à mort l'histoire. Et donc ça commence à 2 km de Mulhouse, vers le Rhin, au milieu de la plaine fertile. Le camp était dressé. Déjà, en une phrase, on sait qu'on parle d'un camp, probablement d'un camp militaire peut-être, à Mulhouse, au milieu de la plaine fertile. Voilà, à 2 km de Mulhouse. Coucou Cécilia, si tu passes par là. Sous le jour finissant de cette soirée d'août, au ciel trouble traversé de lourds nuages, les tentes-abris s'alignaient, les faisceaux luisaient, s'espaçaient régulièrement sur le front de Bandière. Tandis que, fusils chargés, les sentinelles les gardaient, immobilisés. Attendez, il faut que je me remette un petit peu dans l'écriture classique. Immobilisés, les yeux perdus, là-bas dans les brumes violâtres du lointain horizon qui montait du grand fleuve. On était arrivé de Belfort vers 5 heures.
il en était nuit, il en était 8, et les hommes venaient seulement de toucher les vivres. Ouais, donc là, on est à fond dans la guerre. Il est gros, sur mon édition, il fait 600 pages, et j'ai pas de poche, et je vais pas en acheter. Et comme il me fait... Oh là là, il est abîmé. Ouh là là, puis c'est pas une couverture carton, hein, là, c'est... Bon. Comme il me fait normalement demain, tout le week-end, lundi, mardi... Lundi, je suis en voiture. Je vais peut-être pas pouvoir l'emprunter en médiathèque parce qu'il n'y a pas de médiathèque qui l'a à côté de chez moi. Donc je vais peut-être me contenter de cette édition-là en sachant qu'elle est déjà un peu abîmée, que là ça se décolle un petit peu. Je vais essayer d'en prendre soin de toute façon, mais voilà. J'ai pas envie de le lire sur liseuse parce que j'ai toujours le dialogue, le discours de Michel Desmurger dans la tête qui dit qu'effectivement on retient mieux les choses quand on les lit en papier. Je pense que c'est vrai. Et j'ai envie de profiter de ce zoo-là que je mets du coup sur 5 jours. C'est peut-être pas assez. Après, je lis La mélancolie de l'ours polaire avec Eva et d'autres, je crois. Donc je sais pas, peut-être je décale. Mais ce serait pas mal que je le commence aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce serait pas mal que je continue la folie là, maintenant tout de suite en fait. Donc voilà pour mon programme de lecture des prochains jours. Demain, je ne pourrai pas vlogger. Je conclurai peut-être ce vlog ce week-end. Et ce sera un petit vlog. Il n'y aura pas de plan, de sortie, de tout ça. Mais voilà, vous n'aurez que des avis lecture pour cette semaine. Et j'espère que ça vous plaît quand même. Donc je vous retrouve un peu plus tard. On est toujours jeudi, mais je viens de rentrer chez moi et je viens de terminer la folie. Et comme j'ai 10 minutes avant d'aller chercher mon fils, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est un coup de cœur monumental. J'ai encore plus aimé que l'île de Yule. Et vraiment, je vais reprendre bloc 46, je vais relire bloc 46. Parce que c'est pas possible que je reste comme ça. Hein. Il faut que je lise d'autres livres d'elle, que je lise tout d'elle. Et comme elle en a écrit 3 autres, et ben je veux lire les 3 autres. C'était génial. 3 époques différentes, 3 femmes différentes, une histoire de fou qui part dans un délire, mais j'ai tout de suite accroché, enfin j'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était apporté, enfin dont c'était amené. Puis le dénouement arrive. Et en fait, Johanna Gustafsson, elle nous fait progresser comme ça, marcher, avancer dans son histoire, et nous fait avoir des petites informations de temps en temps comme ça, des petits twists à la fin de certains chapitres. Tu te dis, oh, sympathique, merci, très bien, ça me va, continue comme ça. Et en fait, à la fin, elle te propose un dénouement très classe, bien fait, bien ficelé. Tu fais, oh, ok, tu vois des connexions avec les personnages, non, trop bien et tout. Et là, elle te balance une petite balayette dans les jambes en disant, ah, c'est pas terminé, attends, voilà. Et là, elle te fout sur les fesses, direct, voilà. C'était un truc de fou, je ne m'attendais tellement pas à ça. Déjà, dans le dénouement, c'était classe. Et après, la petite balayette qu'elle te met, c'était un petit dénouement où tu fais oh, et ça continue, et ça continue, et ça s'arrête pas en révélation, en dénouement, en comment ça s'appelle, bref, on découvre des choses en connexion à chaque fois, et on se dit c'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Et tout est lié, c'est un truc de fou. J'ai adoré ce bouquin, je n'ai rien à redire. Il est parfait. Donc franchement, si vous n'avez pas encore découvert Johanna Gustafsson, lisez. Alors lisez l'île de Yule d'abord, parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Et après, prenez-vous une petite balayette avec la folie, parce que ça vaut carrément le coup. Oh, c'était tellement bien. Mais je l'ai dit aux filles, je l'ai fini. Je dis, oh my god, vous n'êtes pas prêtes, c'est juste trop bien, quoi. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà, merci Johanna Gustafsson de faire des bouquins comme ça. C'est pour ça que j'ai du thriller, encore une fois. Et ces petits twists, j'adore ça. Surtout quand c'est hyper bien fait. Et c'est pas vraiment tiré par les cheveux. C'est pas tiré par les cheveux, non. C'est bien fait, c'est bien conduit. Il y a peut-être un élément où on se dit, faudrait peut-être que je relise le début. Mais franchement, chapeau, trop bien. Bon, Zozo, j'espère que t'es à la hauteur. Oh non, il se casse. Oh. J'espère que t'es à la hauteur, mon gars, parce que là, il y a du lourd, hein. Et tu me fais un bouquin de 600 pages sur la guerre. Donc j'espère que ça vaut le coup. Non, en vrai, voilà, ça va être bien. Alors, comme j'avais fini ça, j'ai commencé rapidos dans le métro sur mon téléphone sur Glose parce que j'ai 10%. Et là, je suis donc... Alors, le chapitre 1 commence page 37. Et je suis... Nanana. Ouais, je suis là, page 41.
Donc je vais le commencer, enfin je vais continuer là-dessus. Là je vais aller chercher mon fils et je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de le continuer, c'est pas grave. Ah je suis trop contente d'avoir lu La Folie, c'était tellement bien, mais tellement bien. Trop bien. J'adore cette sensation de satisfaction de lectrice, de dire le thriller, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, je conclurai ce vlog demain, je vous retrouve... non, je le conclue samedi ou dimanche. Et je reparlerai peut-être un petit peu de Zola, mais... lisez Johanna Gustafsson. On est vendredi matin et je viens refermer cette semaine de vlog. J'espère que ça vous aura plu, que mes lectures vous auront inspiré peut-être voilà, pour vos futures lectures, je ne sais pas. Là, je suis dans Zola, toujours avec la débâcle. J'ai avancé un petit peu ce matin, enfin hier soir et ce matin. Je suis à la page 81 au chapitre 3 et on est dans la guerre de 1870, ça c'est clair. On est sur le front entre Mulhouse et Markolsheim en Alsace. Et là, en fait, ils viennent de revenir et ils vont vers Châlons. Voilà. Donc, voilà. Reims, Châlons. Donc, écoutez, je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine. Mais il va me durer tranquillement jusqu'à mardi, voire mercredi. Je suis pas pressée parce qu'à partir de jeudi, je commence le Momalo. Donc, une lecture totalement différente. Il y a des travaux qui viennent de commencer juste à côté de chez moi, là, juste sur le trottoir devant chez moi. Donc, ça va être sympathique si jamais ils se mettent à percer. Donc, je vais essayer de finir ce vlog juste avant qu'ils commencent à percer. Sinon, hier, je vais me mettre ailleurs. C'est bon, ils ont arrêté. J'ai regardé un petit peu au niveau des somnambules où est-ce que j'en étais parce que j'ai avancé hier pendant 1 heure. Et en fait, je suis page 487. Regardez, je suis presque à la moitié. Ça devient vraiment très intéressant. Là, j'ai mis un petit post-it parce qu'il y a pas un dénouement, mais comment on appelle ça, une déduction qui vient d'être faite, que j'avais peut-être vue, mais pas forcément faite, avec des liens, avec cette espèce c'est pas une épidémie, mais c'est cette espèce de contexte bizarre qui fait que ces marcheurs marchent. Pourquoi ils font ça? Tout le système politique est engagé, le FBI, toutes ces choses-là, l'État, ça devient politique, la politique s'en empare. Et c'est vraiment très intéressant, c'est dense, hein, déjà c'est dense de par le format, et c'est dense de par l'histoire, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc je suis très contente de l'avancer. Je ne prends la voiture que le lundi, mais au moins je l'avancerai lundi. Et comme ça, voilà, c'est de lecture assez différente, hein, on est d'accord. Donc ça va, j'ai pas besoin de me mélanger, enfin j'ai pas de raison de me mélanger plutôt dans ces lectures-là. Voilà, je crois que c'est le plus gros livre. Ah non, les Kings, ils sont plus gros. Le Fléau et ça, ils sont plus gros que ça. Donc voilà, et écoutez, je vous laisse ici. Je vais rouvrir un nouveau vlog probablement ce week-end, mais voilà, j'avancerai peut-être un petit peu le Zola aujourd'hui, je sais pas trop. Parce que c'est notre jour off avec mon mari et du coup on va se préparer pour aller sur Paris, donc voilà. Et écoutez, bonne fin de semaine à vous, ou week-end, selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et puis je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt!